pour continuer à adhérer à la théorie du globe terrestre. Aujourd'hui, au lieu de réaliser les implications stupéfiantes de ces données et d'abandonner la théorie de la balle, les excuses et les réactions émotionnelles sont généralement le fait d'un blobber en proie à ce que l'on appelle la dissonance cognitive. Comme il n'y a aucun moyen de tenir compte de la similitude des durées de vol, c'est le cas. Le globber prétend au contraire que de telles choses sont en fait normales et qu'il faut s'y attendre dans un monde en perpétuel mouvement supersonique vers l'Est. C'est ridicule, pourtant, ils proclameront que puisque les avions se déplacent dans un cadre de référence avec le sol avant le décollage, les avions resteront donc en phase avec ce cadre de référence donné pendant toute la durée du vol, notamment en raison de l'atmosphère qui est fixée au cadre de référence géologique. Si cette apologétique peut suffire à ceux qui sont déjà convaincus du modèle standard, elle n'est suffisante que parce qu'ils n'appliquent pas les lois physiques fondamentales et immuables à la théorie du globe terrestre. Ils diront que de telles durées de vol sont attendues d'une boule en rotation, mais ils ne testeront jamais cette affirmation, ne la confronteront jamais à la réalité. Les arguments contre ce point n'abordent pas le cœur même du problème de la théorie standard. Le problème est que les objets qui se rapprochent l'un de l'autre auront toujours une vitesse relative supérieure à celle d'objets similaires qui se heurtent l'un à l'autre, quel que soit le cadre de référence utilisé avant le décollage. Prétendre que les avions restent fixés à la vitesse de la surface de la Terre par l'intermédiaire de l'atmosphère prouve qu'ils n'ont pas réfléchi et qu'ils sont incapables de considérer simplement le monde comme autre chose qu'une boule en rotation. Même pour les besoins de l'argumentation, les lois immuables de la réalité physique exigent que si la Terre tournait vers l'Est, le vol de là à New York devrait être très court. Même s'il y a une atmosphère, on peut supposer que l'avion est fixé au cadre de référence de la Terre avant le décollage. La même chose peut s'appliquer au vol vers l'Est pour cet argument, bien qu'il ne soit pas exact à 100%. En effet, alors qu'un vol vers l'Est serait hypothétiquement synchronisé sur le référentiel terrestre avant le décollage, une fois que l'avion quitte la piste et commence à se diriger vers l'Est, il ne peut absolument pas rester indéfiniment fixé sur ce référentiel. Lorsque l'avion vole vers l'ouest, les moteurs à réaction le propulsent dans cette direction, ce qui crée une force opposée. Toute vitesse vers l'est, qui aurait été simplement prêtée à l'avion par la Terre avant le décollage, serait rapidement éliminée, et la vitesse au sol de l'avion correspondrait à la fois à la vitesse de l'air vers l'ouest de l'avion et à la vitesse vers l'est de la destination, un peu comme dans la démonstration sur le terrain de football, décrite il y a quelques minutes, où vous et votre ami marchez l'un vers l'autre, et vous rejoignez à la ligne des 50 mètres. Dire que le vol vers l'est et le vol vers l'ouest devraient avoir une durée similaire, reviendrait à dire que vous et votre ami devriez vous retrouver à la ligne des 50 mètres, même si vous marchez, dans la même direction. Il est donc tout à fait absurde de prétendre cela. Ainsi, le vol en direction de l'Est qui tend là pour se rendre à New York devrait faire la course contre la destination et n'aurait tout simplement pas le luxe de pouvoir se rendre à New York. Le site Earthspin, qui n'existe pas, fait plus de la moitié du travail à sa place. Le fait que ces deux durées de vol soient souvent identiques, mais toujours similaires, est une preuve irréfutable contre la théorie de la Terre en forme de boule. De telles durées de vol permettent en effet de réfuter complètement la théorie de la Terre en forme de boule. Enfin, si la Terre tournait effectivement comme on le prétend, il y aurait des différences évidentes et mesurables dans la durée des vols en fonction de la direction du voyage. Les vols vers l'ouest devraient profiter du fait que leur destination fait la moitié du travail à leur place, alors que les vols vers l'est devraient être beaucoup plus difficiles à réaliser, puisqu'ils sont littéralement en train de courir contre leur destination, selon la théorie de la boule terrestre. Et pour les besoins de l'argumentation, nous dirons les vols vers l'est maintiennent ou conservent la vitesse vers l'est qui leur est prêtée par la Terre. Ils n'ont certainement pas le luxe de voir la destination se rapprocher du nez de l'avion. Franchement, l'un des aspects les plus importants de l'aviation devrait, selon la théorie de la Terre sphérique, consister à calculer le taux de rotation du monde au point de départ et au point d'arrivée, qui devrait être une variable majeure en fonction de la latitude de chaque point. Pour un point situé près de l'équateur, le monde devrait tourner à environ 1000 miles par heure vers l'est, tandis qu'un point situé sur ou près du pôle devrait être essentiellement au repos, tournant environ à la moitié de la vitesse de l'aiguille des heures
sur une horloge de 12 heures, et ne tournant manifestement pas du tout. Des arguments similaires sont avancés en ce qui concerne les tireurs d'élite, dont on dit qu'ils calculent l'effet de Coriolis jusqu'à ce qu'ils soient des tireurs d'élite. Cette affirmation est assez trompeuse car elle n'est qu'à moitié vraie. C'est donc un peu vrai, mais c'est toujours un mensonge. Le fait est qu'aucun tireur d'élite ou d'artillerie n'a jamais pris en compte la rotation de la Terre au moment de tirer. L'effet de Coriolis utilisé dans leurs calculs concerne le projectile rayé en tant qu'objet en rotation, et non la Terre. Si l'on étudie le degré d'ajustement des tireurs d'élite en tenant compte de la force de Coriolis, on constate qu'il est uniforme, quelle que soit la direction du tir. Ainsi, si vous vous trouvez dans l'hémisphère nord, l'effet de Coriolis affectera votre tir exactement de la même manière que vous tiriez vers le nord, le sud, l'est ou l'ouest. C'est exact, la correction de la trajectoire due à la force de Coriolis n'est pas affectée par la direction du tir, ce qui prouve de manière irréfutable qu'il ne s'agit pas d'une rotation de la Terre. Le seul cas où cela pourrait avoir un sens serait celui où vous vous tiendriez directement au pôle nord, auquel cas toute direction de tir serait le sud. Mais l'effet de Coriolis affecterait le pôle de la même manière, quelle que soit la direction du tir, selon les manuels du tireur d'élite pour l'armée et pour les marines. Donc l'effet Coriolis fait qu'une balle dévie légèrement vers la droite dans l'hémisphère nord et légèrement vers la gauche dans l'hémisphère sud, quelle que soit la direction du tir. Comme indiqué, cela n'a aucun sens, selon la théorie de la Terre en forme de boule qui devrait présenter un gradient de l'importance du détournement de la grenaille. En fonction de la direction de la prise de vue, si c'est en fait la rotation de la Terre qui affecte le tir, les tirs sont dus. Les régions situées au nord ou plein sud devraient connaître un maximum. Divergence due à l'effet de Coriolis, alors que coup de feu tiré vers l'est ou vers l'ouest. La divergence devrait être nulle en raison de l'effet de Coriolis. En réalité, il n'y a pas de différence entre les deux, coup de feu tiré au nord ou à l'est en termes de la divergence causée par l'effet de Coriolis. Les opérations d'artillerie ne doivent pas non plus tenir compte de l'aileron de la Terre lors de la préparation des tirs d'artillerie, tout simplement parce que la Terre est au repos. En réalité, toute expérience, démonstration ou mesure effectuée afin de discerner la vélocité du monde renvoie à des résultats qui sont complètement incompatibles avec le modèle standard. À la fin du XVIIIe siècle, un mathématicien, l'astronome George Biddle, s'est lancé dans l'aventure. Mesurer la vitesse de la Terre dans l'espace, en observant l'aberration stellaire dans divers environnements contrôlés. La meilleure façon d'expliquer l'aberration stellaire est de recourir à une analogie. Donc, si vous êtes sous la pluie, lequel tombe tout droit votre parapluie, il sera plus efficace s'il est tenu debout, au-dessus de la tête à 90 degrés. Si vous faites du jogging sous la pluie, il vaut mieux incliner votre parapluie légèrement vers l'avant, car la pluie sera apparemment au rendez-vous. Tombez à un angle correspondant à votre cadre de référence. Pour un sprint complet, accélérez le rythme et inclinez radicalement l'appareil vers l'avant pour compenser l'aberration de la pluie. L'aberration stellaire est très similaire. La lumière des étoiles est représentée par la pluie et l'observateur sur Terre est représenté par la personne qui tient le parapluie. Le parapluie serait comme votre télescope. George Herry l'a donc remarqué dans l'ordre. Pour obtenir un stellaire adéquat, l'exposition à l'aide d'un télescope est nécessaire. Incliner le télescope de quelques degrés, peut-être en raison du mouvement de la Terre dans l'espace, ou alors cela pourrait être dû à le mouvement du milieu à travers lequel la lumière des étoiles doit voyager pour atteindre votre l'œil, un médium appelé éther, sans entrer dans les détails, décrire les rouages de l'iris. L'expérience suffit pour dire que George Airy était réticent à l'idée de partager les résultats de son expérience qui consistait à dire que les données montraient qu'il s'agissait de celles-ci étaient au repos, tandis que l'éther, ou le support physique transportant les ondes lumineuses, était en fait en mouvement au-dessus de la Terre immobile. Au lieu de mettre en œuvre les points de données stupéfiants du bélier, dans le paradigme moderne, le scientisme s'est défendu contre les données et introduit Albert Einstein sur la scène internationale. Au lieu de traiter scientifiquement ou de manière responsable cet énorme problème pour le ballon, le projet d'Einstein, la théorie de la relativité fait disparaître l'éther. Mathématiquement et hypothétiquement, la résolution de ce problème sur lequel Airy est apparemment tombé. Avec sa soi-disant expérience ratée, et je dirais qu'il n'y a pas d'expérience ratée tant que les données sont vraies,
Malheureusement, lorsqu'il s'agit de résoudre le problème dans la réalité, c'est un cheval d'une autre couleur. L'imagination d'Einstein est en quelque sorte exemptée des règles et des normes qui s'appliquent à tous les autres membres de la communauté scientifique. Pour une raison ou pour une autre, Einstein s'est vu accorder le statut de perpétuellement correct et a été exempté des vérifications logiques et des équilibres inhérents à la méthode scientifique. Je vais mettre une carte ici pour une vidéo récente que j'ai faite sur Einstein. Quoi qu'il en soit, Einstein et ses théories incontrôlables et invérifiables ont été instantanément et définitivement gravées dans le marbre. Depuis qu'ils ont présenté leur théorie de la relativité au monde entier, les soi-disant scientifiques sont obsédés par les théories fantastiques d'Einstein et par l'idée de lui donner raison. Il semble toutefois que personne dans la communauté scientifique ne soit intéressé à lui prouver qu'il a tort, ce que des scientifiques responsables devraient pourtant faire. Ils acceptent, quand bien sûr il s'agit de quoi que ce soit, de souligner Einstein. Jetez un coup d'œil à ma récente vidéo sur la carrière terne d'Einstein pour obtenir des informations stupéfiantes et vraiment hilarantes sur la carrière d'Einstein dans le domaine de l'invention. J'essaierai de ne pas oublier de mettre une carte de cette vidéo ici et de la relier à la fin de la vidéo. Je suppose qu'une fois que nous réalisons que le monde dans lequel nous vivons est tout à fait unique et d'une importance sublime dans le grand schéma des choses, cela nous place dans un cadre de référence complètement différent par rapport au paradigme dominant qui veut que le monde soit essentiellement sans importance, juste une des milliards de planètes sphéroïdales, dans la soi-disant galaxie seule, virevoltant, dans l'espace infini, sans véritable destination, sans véritable point d'origine, sans véritable intelligence guidant quoi que ce soit. Au lieu de cela, les forces aveugles et distantes du hasard et du chaos régissent l'espace infini, où la Terre n'a aucune importance dans le grand ordre des choses. Cependant, lorsque nous testons la théorie de la Terre en forme de boule par rapport à la réalité mesurable, cette théorie échoue et est insuffisante sur tous les fronts. La courbure attendue de 8 pouces par mètre carré ne peut être trouvée nulle part par personne, et ce n'est pas faute d'avoir essayé. Chaque fois que nous mesurons la courbure nécessaire pour obtenir un monde globalement sphérique, nous constatons que cette courbure n'existe pas. Chaque fois que nous mesurons l'accélération angulaire d'un mouvement de rotation ou d'un mouvement orbital, cette accélération n'existe pas. Il n'existe littéralement aucune preuve que le monde est une sphère en rotation, car ce n'est pas le cas. Le monde est au repos et constitue donc un cadre de référence fixe, sans que l'on sache comment cela est possible. La théorie de la Terre en équilibre suggère que nous devrions pouvoir trouver des preuves de l'existence d'une période géologique, accélération ou mouvement, car le monde est prétendument en rotation et en orbite autour du Soleil. Nous devrions trouver de nombreuses preuves physiques à l'appui de cette affirmation. Aucune preuve de ce type ne sera jamais trouvée, car, encore une fois, le monde est en fait au repos. Toutes les cultures anciennes étaient conscientes de cette vérité et ont pu accomplir des prouesses architecturales et techniques jugées impossibles, même selon les normes technologiques d'aujourd'hui. Comment est-il possible que les cultures qui croyaient que la Terre était un plan immobile aient pu réaliser des structures aussi étonnantes que les grandes pyramides de Gizeh en Amérique du Sud et en Chine, et en fait dans le monde entier? Le complexe de temples au sommet du Machu Picchu, les palais imposants de l'Inde ou les systèmes de canaux et les temples extrêmement vastes et complexes d'Angkor Wat au Cambodge. S'ils étaient technologiquement capables de telles choses, nous ne devrions jamais oser les traiter de simples, de crédules ou de mal informés, puisqu'ils étaient capables de prouesses que nous ne pouvons pas égaler ni même comprendre entièrement. Aujourd'hui, nous devons veiller à ne pas sous-estimer leur intelligence ou leur compréhension du monde et des cieux. C'est donc à peu près tout ce qu'il y a à dire.